Antoine Jacot. Merci. Je ne sais pas si le dramaturge, il écrit des drames. Je dis ça parce que j'ai vu En attendant la grippe aviaire, et je dirais que j'ai plus ri que pleuré dans cette pièce, même si il y avait cette attente comme ça du drame qui ne venait jamais. Curieusement, il est venu avec le Covid quelques années après votre pièce. C'est là que vous êtes considéré un peu comme voyant. On ne s'attendait pas à cette boucle-là autour du Covid. Alors bon, merci aussi pour rester avec nous et pour participer ensuite de notre discussion, parce que vous allez pouvoir nous interroger ainsi à partir de ce point de vue que vous avez qui, en fait, vous intéressez exactement aux mêmes choses que nous, mais avec un langage beaucoup plus agréable. Alors, vous nous direz si ruine, hypocondrie, inconscient, pulsion et jouissance sont quelque chose d'absurde ou pas. D'accord. Alors, nous arrivons au bout de ce séminaire sur délire et société. Et plusieurs pistes ont été creusées pendant ces plusieurs séances, dont l'opposition individuelle-collective. Nous avons insisté sur la disjonction des dynamiques de l'individuel et du collectif, et nous devons maintenant essayer d'établir une esquisse d'un dispositif qui englobe l'individu et le collectif. Nous parlons d'un individu et d'un collectif, mais nous devons décliner au pluriel. Ça veut dire les individus d'un collectif et des collectifs qui interagissent dans des mouvements de compétition et de coalition. L'inexistence d'un ensemble accommodé des collectifs nous empêche de parler de délire collectif. Hervé Mazurel, dans une vidéo nommée « L'inconscient collectif », parle du social comme étant intrinsèque à l'inconscient, ce qui reste incontestable. Et là, je profite un peu pour corriger mon intervention lors de la dernière réunion d'ACRO, lorsque j'ai parlé de cette vidéo de Mazurel. Donc, cependant, la société est divisée, elle porte des contradictions internes, des luttes intestines, des courants et des tendances qui sont apaisés lorsque surgit un ennemi commun. Dans ce sens, les autres groupes se prêtent à devenir des antagonistes qui consolident l'unité d'un collectif divisé. Ce grand autre barré, ces divisions sociales, ces luttes de classe, de caste, d'identité, se reflètent dans nos rêves, nos angoisses, nos cauchemars et dans nos délires. Par ailleurs, l'imaginaire est constitutif de ces divisions sociales. Les théories du complot seraient l'exemple le plus expressif. Les pulsions se manifestent collectivement à travers l'imaginaire social, mais aussi à travers les actes collectifs qui se jouent dans les révolutions, les guerres ou les scissions de tout genre. Je reviendrai l'année prochaine sur l'incidence des pulsions politiques. Comment ceci se manifeste dans les phénomènes d'hypocondrie et ruine, puisque c'est notre thème d'aujourd'hui. Le corps et l'humeur auront une place centrale dans les délires hypocondriaques et les délires de ruine. Le corps et l'humeur. Dans son article capital nommé « Rêve et existence », Binswanger signale que le sujet exprime à travers le corps le rapport au monde physique et social. L'espace où le corps se déplace n'est pas uniquement une métaphore de l'affect qui occupe le sujet. L'espace dévoile le sujet dans un vécu de chute ou d'élévation. Ainsi, ces rêves d'élévation, de montée, de propulsion vers le haut dénotent un moment d'élation thymique, d'exaltation et d'enthousiasme maniaque. Chez le dépressif, l'élévation indique une amélioration possible, toujours ça selon Binswanger. Au contraire, les rêves d'effondrement, et je souligne ce mot,
Les rêves d'effondrement et de chute annoncent une humeur mélancolique. L'espace et l'existence se superposent. L'hypocondrie fait référence d'abord et avant tout au corps. Elle a un côté matériel indéniable, au point d'être un des centres d'intérêt d'une science terre-à-terre comme l'archéologie, la ruine. La ruine signifie la chute, l'effondrement, la destruction, la déchéance, le déclin, la mort du corps et des objets, aussi la fin, le déchet, la sénescence, la vétusté, mais aussi l'appauvrissement, la faillite et l'insuccès financier et moral. Relevons la faillite morale. La ruine évoque la faillite morale comme naufrage de l'humeur, mais aussi comme déroute éthique, un trouble des valeurs morales. Une personne ruinée, c'est une personne qui a tout perdu. Elle a tout dépensé, elle n'a pas de crédit, elle est discréditée, déshonorée. Avant de terminer, je vais dire un petit mot sur la crainte de la fin du monde qui a hanté et tourmente encore l'imaginaire de toutes les civilisations. D'ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je me lève, j'entends à la radio, ils parlent de déluge, de fin du monde, de cette tendance qui existe un peu partout de parler de la fin du monde. Et comme ils ont très bien souligné, et en dépit de ça, on doit quand même se nourrir bien pour mourir en bonne santé. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails des diverses pensées eschatologiques traditionnelles, chrétiennes, juives, déluge, apocalypse. Le déluge, comme vous le savez, a longtemps été considéré comme un fait réel. Les géologues des XVIIIe et XIXe siècles ont essayé de donner une date au déluge, jusqu'au moment où ils ont déclassé le déluge qui a été relégué au domaine mythique. Les scientifiques, de temps en temps, ils déclassent. Ils ont déclassé Pluton, avant ça, ils ont déclassé le déluge, qui n'est plus un fait constaté. Or, la science actuelle décline toute une série d'extinctions qui ramènent l'effondrement collectif dans le domaine du réel. Ça veut dire le déluge devient un mythe, n'est plus une réalité, mais il y a d'autres phénomènes, peut-être presque pires que le déluge, qui sont les grandes extinctions. La Terre aurait connu 5 épisodes d'extinction des espèces. La première, il y a 435 millions d'années, et la dernière, il y a 65 millions d'années. La pire a eu lieu il y a 250 millions d'années avec l'extinction de 95% des espèces. Donc, il y a eu des moments pires que l'actuel pour la biodiversité. Cette double représentation de la destruction massive de la vie contribue à une forme d'angoisse commune. Elle renforce la vieille formule « Ah, le monde comme il va ». Les nouvelles formes de guerre avec des menaces de ravage total, le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, l'augmentation exponentielle des inégalités, l'extension des migrations, les risques d'épidémie, les pollutions, les effets secondaires des innovations technologiques et j'en passe. L'angoisse générale se fonde sur les représentations du passé, sur les traumatismes récents et sur l'imprévisibilité de l'avenir. J'insiste sur l'imprévisibilité. Cette incertitude, elle doit être réduite par des tentatives de prédiction ésotérique ou scientifique. Donc même la science, elle tend à vouloir connaître l'avenir. Ainsi est née la collapsologie. Mais les prédictions scientifiques sont boiteuses, car elles titubent devant les événements impossibles à prévoir. C'est ainsi que Bertrand Russell illustre les tentatives dites scientifiques de divination par l'exemple de ce qu'il a appelé le problème de la dinde inductiviste.
Alors le problème de la dinde inductiviste pourrait être d'Antoine Jacot, mais c'est Bertrand Russell qui a posé ce problème. L'induction, c'est vraiment la méthode scientifique, selon lequel dans un élevage de dinde, où la température est constante et idéale, et l'apport en nourriture régulier, s'il existait une dinde statisticienne, spécialiste de la gestion des risques, elle dirait le 23 décembre qu'il n'y a pas de souci à avoir pour l'avenir. Voilà. Donc, c'est une chute anglo-saxonne, mais que je pense qu'on peut comprendre. Et je passe alors la parole à Carlo Delle Noci et Anedon.